Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une nouvelle vidéo de presque qualité. Et je sais que beaucoup de personnes se demandent si oui ou non Ker va enfin mieux et sera présent dans cette vidéo. Eh bien la réponse c'est que malheureusement on n'a reçu que son cousin Didier Jean-Michel Lambrouille. Est-ce que Jean-Michel Lambrouille, vous êtes avec nous en duplex depuis la maison de Ker? Ouais, alors tu te moques de mon béret, mais tu es jaloux. Je ne me moquerai pas de votre profession de jockey. Et du coup, voilà, vous devez sans doute derrière. Et merci à vous. Il faut juste expliquer que donc avant qu'on tourne avec Jean-Michel Lambrouille pour parler de Rebel Moon, parce qu'il faut quand même dire de quoi on va parler. Eh bien, vous avez eu la gentillesse de couper votre tracteur qui faisait beaucoup de bruit derrière. Merci à vous. Et du coup, je vous donne la parole pour reparler un petit peu de Rebel Moon. Alors, mon béret a une histoire. Il m'a été offert en 1932 par Thomas Shelby à Birmingham quand je faisais mon Erasmus là-bas. Donc voilà, c'est tout. Bah, tu fais un an de moins. Ouais, et ben, on va parler aujourd'hui donc de Rebel Moon et de la partie 1 qui s'appelle donc Enfant du Feu, qui est sorti le 22 décembre 2023 sur Netflix. Film événement à Netflix. Alors vraiment, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous n'avez que du Rebel Moon. D'ailleurs, avec un message qui m'a étonné, mon cher Greg, le jour de sa sortie, c'était marqué en avant-première mondiale. Donc le concept nouveau de l'avant-première pour le jour de la sortie. Donc voilà, toujours est-il que le film est réalisé par Zack Snyder. Il enflamme la toile. Il est écrit aussi par Zack Snyder. Au casting, Sofia Boutella, qu'on avait vu notamment dans La Momie, Jim Woo-soo de Gladiator, Ed Skrein et Michelle Wiseman, qui avaient joué tous les deux Dario Naharis dans Game of Thrones. On a aussi Baeduna, Ray Fisher, que Snyder avait dirigé dans Justice League, c'est lui qui jouait Cyborg. On a Charlie Hunnam de Pacific Rim, des Sons bien sûr, mais aussi de King Arthur. Voilà, puis on a d'autres au casting, Cléopatra Coleman notamment. On va vous donner notre avis sur ce film qui fait beaucoup parler, qui était très attendu. C'était un des grands événements de l'année 2023 en termes de gros films, on va dire. Le retour de Zack Snyder. 1 an, 2 ans après son film de zombies sur Netflix. Deuxième collab avec Netflix. Lui qui a tourné la page Justice League d'ici. Qu'en as-tu pensé, mon cher Greg, de ce Rebel Moon partie 1, l'enfant du feu? Et ben, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Rebel Moon? Et ben, j'en ai pensé qu'en fait, je suis extrêmement content de voir une nouvelle licence. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça manque de nouvelles licences. On est sur des adaptations beaucoup sur ce qui se passe sur le MCU, de ce qui peut se passer vraiment d'une manière générale, hein, Transformers, Barbie, etc. Quelle que soit la qualité de ces films, on est sur un moment où on n'est que sur une succession de licences. Évidemment, on peut parler qu'il y a encore des films comme Oppenheimer qui ont la chance de profiter de leur réalisateur qui va justifier qu'on met un budget. Et là, c'est un peu le cas. C'est un film qui est une nouvelle licence, qui est quelque chose dont on pourrait attendre que ce soit un vent nouveau qui apparaisse un petit peu sur, non pas pour le coup l'étoile de cinéma, mais sur nos écrans de télé. Et le truc, c'est que ça, je suis extrêmement content de voir un studio, en l'occurrence Netflix, qui dit « Ok, je mets les brousoufs sur la table, vous allez me créer une licence de toutes pièces, on est sur quelque chose de nouveau. » Et du coup, Zack Snyder, avec cette chose, ou cette incroyable chance de se dire il a un énorme budget pour faire un space opéra, un dark space opéra, en plus, qui est quelque chose qui a moins montré ses capacités à rayonner. Et du coup, il arrive comme ça avec vraiment cette chance rare, j'insiste, et en fait, je comprends pas ce qu'ils ont fait. Parce que le film, c'est une nouvelle licence dans le titre, mais comme je l'ai dit à Ker avant, en fait, on a l'impression qu'il a avalé plein d'œuvres et qu'il les a vomis en créant une succession de scènes. Chaque scène est piquée à une œuvre à droite, à gauche, modifiée mais piquée. L'œuvre centrale de Rebel Moon, ce premier film, c'est Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, qui est entièrement, quasiment intégralement repompé. Et du coup, c'est extrêmement bizarre. Donc on prend Les 7 samouraïs, un vieux film sur des samouraïs, on met des scènes, un coup de Star Wars, un coup de Warhammer qui a une énorme influence sur l'univers de Rebel Moon. On prend Warhammer 40 000, on prend énormément de licences comme ça à droite à gauche,
il y a des scènes, mais comment piquer des scènes? Il y a une scène, c'est dans Harry Potter. Le grand public a vu Harry Potter. Donc quand on voit que Harry Potter apprend avec Hagrid comment saluer l'hippogriffe, donc le griffon Puck, quand il y a la même scène ou un personnage qui fait la même scène devant un griffon, comment le grand public va le prendre? Donc les 7 samouraïs, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, les 7 samouraïs, c'est des villageois qui sont des fermiers, qui se font attaquer par une armée de bandits, qui vont demander à des samouraïs de les aider. Ils n'ont pas d'argent, donc ils proposent juste des guzauderies pour payer les samouraïs. Et du coup, il va y avoir un samouraï principal qui va aller en trouver d'autres qui vont en disant on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est une bonne cause, venez. C'est exactement la même mécanique. On va aller chercher des mercenaires pour aider des villageois, pour leur défendre leurs denrées. C'est un truc de ouf. Et les différents mercenaires qui sont récupérés les uns à la suite des autres. Alors vous allez me dire, ils sont pas 7. Oui, non. On pourrait faire le calcul sur certaines personnes, on arrive quasiment à 7. Et le truc, c'est que quand on regarde les différentes scènes, c'est complètement Gladiator. On a un mec, alors accessoirement, il y a un acteur, il ressemble à Matthew McConaughey en version indienne. C'est extrêmement déstabilisant pendant une partie du film. Donc on va prendre des éléments à droite à gauche qui sont déjà vus, déjà faits. Et c'est comme si, en fait, les gens de cette samouraï se baladaient et allaient dans Star Wars pour rencontrer quelqu'un qui a des sabres laser. Ils se déplacent et ils vont voir quelqu'un dans Gladiator pour aller voir un général déchu. C'est hyper étrange d'avoir la chance incroyable. Et elle vient pas de nulle part. Hein. C'est un grand réalisateur, Zack Snyder. Il a fait des très bons films. Il a créé lui-même des licences. Et le truc, c'est que, alors, il a su particulièrement bien adapter, et je pense que ça va être le sel du truc, et Kerr voulait vous en reparler après, mais en fait, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a su faire plein de très bonnes choses, et donc, il arrive à ce pinacle on lui dit, ça y est, t'as les rênes, fais ce que tu veux, un peu comme George Lucas, on lui a dit, ton THX, machin, t'es bien mignon, mais va falloir nous montrer que t'es capable de faire un grand film, un bon film, etc., avant qu'on te finance Star Wars. Ok, pas de problème, je vais vous faire American Graffiti. Le film marche bien, tout le monde reconnaît. Il a le quoi financer son Star Wars. Le truc, c'est que là, on a vraiment une progression qui est plus semée d'embûches pour Zack Snyder et que c'est tellement gros. Enfin, Harry Potter, Gladiator, c'est pas des films que les gens n'ont pas vus. Enfin, je comprends pas du tout. Alors certes, pour ceux qui connaissent la genèse de Rebel Moon, Rebel Moon est un scénario qui était censé être à la base une commande de Star Wars, enfin de Lucasfilm à Snyder pour qu'il écrive un Star Wars. Ça ne s'est pas fait, son scénario a été refusé. Lui, il aimant bien, a racheté les droits dessus, a changé l'univers pour en faire quelque chose qui est plus proche qui est plus éloigné plutôt de Star Wars, et il fait ce film. Mais du coup, restent les sabres laser de Nemesis, reste le pouvoir de guérison de la princesse. Il y a trop d'éléments, et en fait, quand il se dit « Ok, je vais me décaler », il fait quoi ? Il aspire le lore de Warhammer 40 000 et il essaye de rematcher les deux. C'est juste chelou. Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et donc, est-ce que le film est bien réalisé et tout ? C'est vraiment pas un des meilleurs Schneider au niveau de la réalisation. Il y a des très beaux plans. Ça, il sait toujours très bien faire des très beaux plans. On sent ça, c'est très bien. Là, pour le coup, autant dans 300, les ralentis étaient incroyables. On crée une mode de ralenti et tout. Autant là, c'est l'impression qu'on voit quelqu'un qui s'imite lui-même. Les ralentis dans les combats sont un peu décevants. C'est une déception. Vraiment, moi, je voulais le voir day one, premier moment et tout. C'est vraiment un film déception parce que le film en lui-même est pas ouf. Charlie Hunnam, on comprend le personnage tout de suite. Donc ça pose un problème. Le truc, c'est que il y a trop d'indices au début et du coup, tout ça fait qu'il y a un vrai fossé entre ce qu'on aurait pu
attendre d'une nouvelle franchise lancée par toute la puissance de Netflix derrière pour dire c'est notre grand film space opéra, Zack Snyder en réalisateur, on se dit c'est le carré gagnant. Les acteurs sont pas si mal castés que ça, mais ils ont des rôles trop chelous. Il y a un mec à qui on dit bon alors ton rôle c'est t'imites Harry Potter pendant une scène et après tu restes torse-poil comme ça dans le fond tout le temps. Déjà il a dû se peler les miches, le pauvre, tout le temps. En plus, maintenant qu'on sait que pour les scènes torse nu, ils sont obligés de pas boire d'eau de boire de moins en moins d'eau pour ne plus boire d'eau le 4e jour, ça a dû être un enfer pour lui, le pauvre, le tournage. C'est une vraie déception. Est-ce que je serai là pour regarder Rebel Moon 2 le premier jour ? Oui, c'est une nouvelle franchise, une nouvelle tentative. Il faut soutenir ce genre de choses, comme il fallait soutenir The Creator au cinéma. Le truc, c'est qu'il faut montrer qu'on n'est pas là que pour le film de la franchise numéro 257 ou pour un remake ou pour une redite. Mais là, c'est vraiment pas fait avec la manière. Même si, voilà, il y a des très beaux plans régulièrement, mais ça fait pas un bon film. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je te rejoins sur pas mal de points, mon cher Greg. Alors, c'est un film qui, si vraiment on veut juste passer un agréable moment, remplit toutes les cases. Il n'y a pas de souci. Il y a un début, il y a une fin, il y a les grands gentils, les grands méchants, des scènes d'action. C'est plutôt cohérent. C'est d'ailleurs assez cocasse que le film sorte 2 ou 3 semaines après Le Monde après nous, parce que c'est vraiment l'opposé en termes de conception de film, avec le film avec Julia Roberts qui était là vraiment pour essayer de titiller le spectateur, l'embêter, ne pas lui donner ce qu'il attendait. Alors là, Rebel Moon fait exactement l'inverse. Donc c'est un divertissement qui se laisse regarder. Si on creuse un peu plus et qu'on a vraiment une volonté de vouloir voir quelque chose de bien et un peu plus d'attente, un peu plus d'exigence, on est face à un film de Zack Snyder où, par exemple, dans la mise en scène, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de fulgurance, il n'y a aucune scène marquante. On a vraiment l'impression qu'il fait le minimum syndical. Il utilise beaucoup les ralentis sans raison pour nous saouler et faire durer le film. Donc ça, c'est chiant. Autant, tu vois, dans Superman, le plan avec Superman au ralenti autour de Flash était excellent. Enfin, pas dans Superman, mais dans la Snyder Cut. Mais alors là, tu l'as dit toi-même, il devient la caricature de lui-même. Et les ralentis, c'est tout le temps. Et en plus, il cale des ralentis dans des scènes où c'est pas du tout spectaculaire. Je pense à la scène de la grange où Sofia Boutella, elle est au ralenti, elle shoot avec son blaster et elle tire 90% du temps à côté. Donc c'est même pas réussi. Et en fait, le film, vraiment, en dehors du côté divertissant qui en fait le moins possible, mais divertissant, hein, Fast and Furious est divertissant, donc creusons un peu plus. Moi, je trouve que le film manque cruellement d'inspiration. J'ai l'impression vraiment que tout est bâclé. C'est expédié. Et c'est expédié à tous les niveaux. Au niveau de la réal, je l'ai dit. Au niveau du scénario, ça, je vais en reparler. Au niveau de la musique, anecdotique. Au niveau du casting, que j'ai trouvé très pauvre. Globalement, Charlie Hunnam est sous-exploité. Sofia Boutella est bien. Ed Skrein, c'est le même personnage. Il joue le même personnage que dans Deadpool, dans à peu près tout ce qu'il a joué. Finalement, c'est Dariona Harris qui l'a fait récemment, dans les films et séries où on l'a vu. C'est celui où il est un peu plus différent. Mais si vous prenez Ed Skrein ou le grand méchant, qui alors est catastrophique visuellement, et si vous le comparez au Baron Harkonnen de Denis Villeneuve dans Dune, là, franchement, il y a un fossé qui est assez monumental. Donc, au niveau du casting, ça fonctionne pas. Au niveau du travail sur les personnages, ça fonctionne pas. On a une succession de nouveaux personnages qui arrivent dans la communauté de l'anneau, pardon, dans l'équipe de Rebel Moon, mais alors il y a la petite scène d'introduction, puis après, on les calcule plus vraiment. Et alors, si on parle vraiment de l'univers, moi, je l'ai trouvé que c'était une SF très pauvre. Il y a peu ou pas de concepts technologiques qui sont étonnants, qui sont inédits. C'est un univers qui est très binaire, manichéen. On a d'un côté le mal qui massacre et qui emprunte en plus à l'iconographie funeste de notre histoire, donc comme plein de
d'autres franchises, dont Star Wars. Et de l'autre côté, on a les dominés, dont quelques résistants. Donc en gros, c'est 5 ploucs armés de leur espoir contre tout un empire. On l'a déjà vu dans d'autres franchises. Rien de neuf. Les extraterrestres sont quasiment tous humanoïdes, à l'exception d'un. Ça, c'est le même problème que dans Star Wars. Les planètes sont limitées à un village. Tiens, moi, ça me fait penser à Star Wars. Des planètes sont détruites. Tiens, ça me fait penser à Star Wars. Bref, c'est exactement ce qu'on a vu dans Star Wars, mais aussi dans d'autres franchises. On est loin d'une SF qui est fouillée, d'une SF qui est inventive. Et je trouve que même dans sa pauvreté, comme je l'ai dit avec l'exemple de Star Wars, comme tu l'as dit toi-même avant, Snyder qui est au scénario, qui est pas tout seul, mais Snyder est au scénario, et puis il est à la réal, il pique, mais partout. Mais vraiment, tant dans ce qu'il écrit que dans ce qu'il filme. Il y a des références à d'autres films. Alors, tu en as cité, mais bien évidemment, les 7 samouraïs. Mais bon, les 7 samouraïs ont été repris, tu l'as dit à plusieurs reprises. On a les 7 mercenaires, on a l'épisode de Mando, on a Mille et une pattes. Alors là, moi, j'ai été plié parce que quand le méchant part et il dit « Je reviens dans 10 semaines pour récupérer la récolte », là, j'ai bugué, j'ai dit oui, en fait, c'est le borgne, et puis là, les sauterelles vont décoller, et puis c'est exactement une scène de Mille et une pattes. Mais c'est pareil dans les 7 samouraïs. Le début avec la voix off d'Anthony Hopkins qui explique le monde, bah en fait, vous remplacez juste le nom de l'Empire de Rebel Moon et vous le mettez avec l'Empire Galactique de Palpatine, ça marche, mais à 200%. C'est l'histoire de Star Wars, en fait, qu'Anthony Hopkins nous résume. Et il y a plein d'autres clins d'œil qui sont tellement grossiers. La meuf à genoux à la fin avec du maquillage sur les yeux, le maquillage noir, elle s'appelle Furiosa. Hein. Elle est même dans 2 films. Mad Max Fury Road et dans Furiosa qui sort cette année. Le plan sur le blé, alors ça j'en peux plus. Le plan sur le blé, on l'a déjà vu dans Gladiator. C'est pas la peine de nous le ressortir à toutes les sauces. Et alors Gladiator, tu en as parlé, mais je pense que c'est le pire Gladiator. Ils sont allés chercher un acteur de Gladiator, donc Jim Hunsu, qui joue dans Rebel Moon, accrochez-vous, un général des armées de l'Est comme Maximus, déchu comme Maximus, qui est devenu gladiateur comme Maximus. Bah dis donc, au niveau du clin d'œil, on l'a vu, hein, Zach, que tu avais vu Gladiator il n'y a pas longtemps avant d'écrire le scénario, c'est bon. Hein. Et il y en a d'autres. Hein. Le corps immergé, à la fin, c'est Ghost in the Shell. Le plan sur l'arène. Alors, il y a aussi d'autres trucs, c'est il pompe ses propres films. Le plan sur l'arène, c'est 300. Le Tarak qui est torse nu, c'est 300. Les ralentis, on peut supposer que comme ça a fonctionné dans 300 et dans la Snyder Cut Justice League, vas-y qu'il les remet, il en remet, en veux, tu en voilà. Tu parlais d'Harry Potter, mais le salut respectueux aux hippogriffes et donc là aux griffons, mais c'est incroyable, c'est grossier. On l'a tous vu Harry Potter, cette scène on la connaît, on a lu Harry Potter aussi, enfin... Arrête, Zach. Moi, je m'attendais à voir Dumbledore et puis Harry arriver en disant tu nous rends, s'il te plaît, notre scène. Non, j'ai pas fini. Enfin, bref, il y a des énormités, il y a des facilités, il y a beaucoup de clichés, c'est souvent caricatural. Il y a des trucs, des oublis. Alors, les dents, pour ceux qui ont vu le film, les dents de Ed Skrein, mais elles reviennent comme par magie. Mais c'est phénoménal. Et ils ont les meilleurs dentistes entre 2 scènes qu'il y a dans la galaxie, c'est pas possible. Les personnages sont incohérents. Je pense aux frères et à la sœur qui sont résistants. Bref, moi j'ai vraiment eu le sentiment que on avait déjà tout vu et revu ailleurs, et que le film ne nous proposait rien. Et parfois même, t'as l'impression qu'il commence une scène en disant ça va être là ça peut être bien, et la scène part complètement en cacahuète. Je prends l'exemple de l'araignée. Bon, l'araignée se pointe. Là, moi, je me dis, bah, c'est Arachne, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est vrai qu'on n'avait pas encore une référence au Seigneur des Anneaux, en dehors du fait de constituer une équipe un petit peu comme dans la communauté de l'anneau. Mais ça, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est aussi dans les 7 samouraïs. Et puis, l'araignée évoque des choses qui sont intéressantes. Donc là, je me dis, ah, c'est bien. Et puis, alors, bouchez vos oreilles si vous l'avez pas vu, je spoil pendant 10 secondes. Et puis après, il y a une baston, formidable, donc avec la combattante asiatique, qui en prend plein la tronche, et puis au bout d'un moment, elle se dit « Ah, mais c'est vrai, suis-je bête, j'ai deux sabres laser dans mes poches !» Alors elle sort ses sabres laser, et là, l'araignée est très intelligente,
décide, comme elle a des sabres laser en main, de l'attraper pour qu'elle puisse littéralement l'éventrer avec les sabres laser à portée. Franchement, c'est extraordinaire. Et il y en a des tonnes et des tonnes comme ça de scènes. D'ailleurs, je fais coucou pour ceux qui se bouchaient les oreilles. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Donc voilà. Et oui, il y a un truc qui m'étonne, c'est tu dis que tu es content parce que c'est une nouvelle licence. D'accord. Mais ok. Mais une nouvelle licence qui arrive et qui dit alors moi j'ai inventé une nouvelle licence. Le héros s'appelle Harvey Porter. Et en fait, il va aller dans une école de magiciens pendant 7 ans pour affronter un méchant qui a récupéré des pierres magiques qui lui permet d'effacer la moitié de l'humanité en faisant un claquement de doigts. Mais c'est une nouvelle licence. Moi, j'ai pas envie de la soutenir en fait. Moi, une nouvelle licence, j'en veux bien, il n'y a pas de souci. Et Rebel Moon n'est pas désagréable en soi, sauf quand même qu'au bout d'un moment, à force de nous montrer ce qu'on a déjà vu, moi, ça m'a gavé. Mais moi, je veux une nouvelle licence, je veux surtout qu'elle m'apporte des choses nouvelles, pas du déjà vu, du repompé. Et ça, une licence comme ça, j'ai pas envie de la soutenir. Hein. Je vais voir comme toi le deuxième, parce que j'ai vu le premier, j'ai envie de voir comment ça évolue. Mais Snyder, il a intérêt de proposer beaucoup mieux dans la suite. Et là, concrètement, c'est le même discours que les Trois Mousquetaires, tu vois. Les Trois Mousquetaires, on disait il faut le soutenir, c'est un gros film français, nanana, etc. La première partie était pas mal, elle était pas sans faille, mais elle était pas mal. Là, bon, j'ai pas vu la deuxième, les critiques sont extrêmement négatives, tout le monde a l'air de dire tout ça pour ça. On n'est pas obligé de soutenir, à mon sens, une nouvelle licence juste parce que c'est une nouvelle licence, parce qu'ils ont le courage de mettre des millions sur la table et tout. Moi, là, j'ai pensé à autre chose. Les millions qu'ont mis Netflix sur cette table-là, c'était pas des millions qu'ils auraient pu donner à une saison 2 de The OA, par exemple, ou à d'autres séries qui ont été annulées, ou aider d'autres créateurs qui font des très bonnes séries et qui n'ont pas de thunes sur Netflix parce que ils bloquent plusieurs centaines de millions de dollars sur des grosses productions avec Ryan Gosling, Chris Evans ou là Zack Snyder. Mais on peut pas leur en vouloir de tenter avec Zack Schneider. Mais contrôle, Zack Snyder contrôle qui au moins arrive ton scénar. avec un scénario original. C'est compréhensible qu'ils aient envie de lui filer du budget pour que. Et d'accord, mais il est où le scénario original ? Il est où le scénario original ? Ça, je suis d'accord. Tu sais qu'un truc qui m'a le plus, pas le plus choqué, mais tu sais que, à ton avis, quel est le film le plus cher entre Dune de Denis Villeneuve et Rebel Moon en budget ? Rebel Moon. Rebel Moon à 1 million de dollars. C'est 165 millions de dollars pour Dune de Denis Villeneuve et 166 millions de dollars pour Rebel Moon. Oui, bon, ça se joue à pas grand-chose, mais... Non, mais ça se joue à pas grand-chose, mais la qualité des deux films, elle se joue à grand-chose. Mais il y a un fossé. Mais juste, regardez juste le casting et le travail sur les personnages. Dave Bautista, par exemple, dans Dune, a un tout petit rôle, ce qui est normal. Moi, j'ai l'impression qu'il aura peut-être un rôle un peu plus important dans le 2, ce qui est étonnant, mais peu importe. Je crois qu'il aide à déménager un moment les Harkonnen. On le voit et tout, il porte des caisses dans le 2. Mais le Dave Bautista est mieux travaillé, mieux introduit dans Dune que 90% des personnages de. Non, mais en plus, le méchant est hyper caricatural, quoi. T'as une scène pour montrer que. Alors, on n'a pas dit, mais c'est Negan, enfin, vous l'avez pas capté. Oui. C'est Negan avec la batte. Donc, c'est Negan avec la batte. Il fait. Moi, je sais pas où son costume allemand. T'as pas parlé de Warhammer et des magiciens. Pardon ? Tu n'as pas parlé de Warhammer et des magiciens. Tu m'en as parlé alors c'est pas des magiciens, je vais te l'envoyer, ma chère Galadriel, l'image. Et donc tu as effectivement, alors on parlait de Warhammer. Il y a beaucoup de choses qui font penser à Warhammer. Il y a le côté grande dynastie avec un être divin qui règne sur la galaxie. Il y a le fait que les méchants sont tous des soldats qu'on pourrait assimiler à des Space Marines du coup, et qui sont aidés par des personnages rouges dans Rebel Moon. Et du coup, effectivement, il y a des personnages qui sont très pompés de Warhammer. Alors, on peut imaginer effectivement que le côté l'Empire qui est dirigé par un être quasi divin, etc., ça vient quelque part. Il y a aussi le fait que donc on voit des Space Marines, puisque je pense qu'on peut les appeler comme ça. Alors, ils n'ont pas le même look, c'est une chose, mais qui sont aidés par des personnes en rouge qui, eux, sont plutôt la branche...
on va dire, technologiques, puisqu'on les voit à la fin en train de ramener à la vie le gars. Donc, dans Warhammer, c'est ceux dont on vient de vous montrer l'image il y a 2 secondes, qui s'appellent les Adaptatus Mechanicus, si je ne me trompe pas. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, le robot dit qu'il fait partie de la branche des Mechanicus. Donc on entend le nom de la faction. C'est encore une fois, bon, les vaisseaux, je l'ai dit, ils ont un look qui est, si tu prends les vaisseaux de Warhammer et que tu ponces le côté gothique, tu arrives à peu près à ce look. Donc t'es encore une fois très 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 inspiré par des trucs qui sont connus. Ouais. Je sais pas quoi dire. Je suis content qu'on ait une nouvelle licence. Je suis pas content qu'on ait essayé de m'arnaquer en me faisant croire que c'était un nouveau film alors que ça l'est pas. Et puis après, j'ai envie de dire, ok, il y a un épisode dans Mando qui est une repompée totale des 7 samouraïs. Mais c'est un hommage, ça amène des choses, ok. Mais là, par exemple, prenons le personnage de Némésis. Donc, Kerr parlait de Némésis, donc c'est la samouraï avec ses sabres laser. En fait, on la voit pour la scène où il la récupère, mais on ne la voit plus après. C'est-à-dire qu'après, quel est son grand moment? C'est censé être la grande combattante. C'est quoi sa scène ensuite? On la voit pas. On la voit dans le fond. Et tous les autres mercenaires qui vont récupérer, en fait, une fois qu'ils ont leur scène pour dire on les récupère, le grand combat final où ils sont tous censés se foutre sur la gueule, c'est comme s'ils les avaient coupés. Donc est-ce qu'il va y avoir une Snyder Cut de Rebel Moon? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, il va y avoir du coup toutes ces scènes avec les différents personnages. Ils n'existent pas. Mais Snyder en fait. l'a déjà dit. Snyder a déjà dit qu'il y aurait une version longue du premier, qu'il y aurait il y a une suite. Il a déjà dit aussi qu'il travaillait sur le 3e film. Enfin, et en fait, c'est ça aussi que beaucoup de fans de Snyder mettent en avant. C'est outre le fait de tabasser sans argument en plus sur les critiques négatives du film, disent oui, mais de toute façon il faut attendre la Snyder Cut. On est d'accord qu'on a eu avec Zack Snyder plusieurs exemples de le film de Snyder qui sort en premier n'est pas le meilleur. Ça a été le cas sur Watchmen, ça a été le cas encore plus sur Batman vs Superman. La Snyder Cut de Justice League est très différente. C'est un cas très différent parce que Snyder a dû quitter pour des raisons personnelles dramatiques le tournage de Justice League. Il a été remplacé par Josh Whedon. On va pas refaire toute l'histoire, mais Josh Whedon a voulu détruire le travail de Snyder pour imposer le sien. Ça a donné cette purge qui était Justice League au cinéma. Et Snyder qui derrière a voulu faire un doigt à la Warner et malheureusement, avec du recul, on pourrait dire aussi au public, avec sa Snyder Cut de 4 heures qui n'a pas de fin parce que Snyder voulait faire une suite et il savait très bien qu'il n'y en aurait pas. Donc c'est en ça que je trouve qu'il fait un doigt au public. Mais bon, ça peu importe. Mais on a toujours vu avec Snyder que ces versions longues étaient plus abouties. On est d'accord. Mais Peter Jackson, les 3 versions longues du Seigneur des Anneaux sont plus réussies que les 3 versions ciné. Bon, ok. Mais ça, je sais pas, ça. Pas le droit. Ça, je sais pas. Snyder... Je pense que quand on dit elles sont plus réussies pour nous, les fans, mais les versions courtes permettent au Seigneur des Anneaux d'être comme elles plus sont tout aussi bien, elles permettent de rentrer dans le plus grand dans l'espace du plus grand public. Oui, mais à la différence de Peter Jackson, c'est que Peter Jackson, il fait pas un film en disant bon alors celui que vous allez voir en salle ou sur Netflix là, c'est le brouillon, il est mauvais. Celui qui est vraiment bon, c'est celui qui arrive après. C'est un peu ce que fait Snyder. Hein. Ouais, mais là, on est d'accord que c'est juste un moyen, parce que c'est Netflix derrière, c'est pas des salles de cinéma. Le but, c'est d'essayer, avec le même contenu, de revendre un autre mois où les gens reprennent de l'abonnement. Là, en fait, mon point, c'est de dire que le film, il y a ce côté plagiat régulier, mais moi je pourrais dire la création, c'est toujours on repompe des trucs du passé pour l'inspiration et tout. Je veux bien l'entendre. Tous les réalisateurs, quand on regarde les making-of, citent des milliers de films, disent cette scène, moi je l'ai remodifié de tel film et tout. Bien évidemment. Mais quand, du coup, on reprend pour refaire quelque chose de mieux, c'est-à-dire ou pour donner quelque chose. Là, c'est un patchwork de tous les styles qui sont mélangés et on dit démerde-toi. Et les personnages qu'on crée, qui ont des scènes qui ont 15-20 minutes sur le mec avec le griffon, Némésis et tout, on les crée et en fait, une fois que le personnage il est présent, on s'en fout complètement de lui. Il est dans le fond.
Il est genre torse nu dans le fond où elle fait des têtes bizarres. Et puis c'est tout. C'est super étrange d'avoir comme création de film, de dire on passe la moitié du film à créer des trucs pour qu'au final il n'y ait plus rien derrière. Oui. Non mais. Puis on n'a pas parlé de Sam Gamgee aussi, parce que le fermier qui les accompagne, qui est, c'est très clairement Sam, c'est-à-dire le fermier qui devient héros. Enfin, il y a tellement de trucs qu'on a déjà vus ailleurs. Moi, je suis pas contre le fait d'être inspiré. Et tu l'as dit, dans de très nombreux films, les réalisateurs sont forcément inspirés par ce qu'ils ont vu avant, parce qu'ils se sont construits avec le cinéma de leur enfance, de leurs études, de leurs années de leur première année de réalisateur, etc., etc. Ok, il n'y a pas de souci, mais hésite à patte. Là, franchement, Snyder, il fait le minimum syndical. Il prend à droite, à gauche. Tu l'as dit, il vomit tout sur le scénario de Rebel Moon et ça donne Rebel Moon. Bah, pour moi, c'est pas suffisant pour me satisfaire. Eh ben écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi donc notre avis. Donc, si on résume un peu ce qu'on a dit, particulièrement enthousiaste sur le film, et on a hâte de voir. Et ça, pour le coup, c'est vrai, on a vraiment hâte de voir la suite, quoi. Moi, je pondère un peu. Parce qu'en fait, l'univers, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte, je suis curieux, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Parce que l'univers qui est posé, on pourrait dire, il a eu du mal à démarrer, la page blanche a été très blanche, et il a utilisé du coup des inspi pour démarrer. Mais le truc, c'est que là, maintenant, on a les personnages. Ils sont créés. Est-ce qu'il ne peut pas, du coup, aller directement sur le film 2 et on les suit, quoi? Je pense qu'on a des mystères, je ne vais pas vous spoiler, on a des mystères qui amènent à une résolution, on sait qui est le grand méchant, bon, il y a un twist, je pense qu'on attend tous assez facilement, et puis le truc c'est que globalement le film il pourrait démarrer, il pourrait être dans un univers que peut-être il s'est un peu plus approprié sur le deuxième scénario, et je ne crois pas. N'hésitez pas à me dire l'inverse dans les commentaires, mais je ne crois pas que Disney avait commandé 2 films. Je crois que Disney n'avait commandé qu'un seul film. Et c'est lui qui l'a vendu comme une trilogie à Netflix. Écoute, on va voir. Moi, alors, pour l'instant, il l'a pas vendu comme une trilogie. Il l'a vendu comme un film en 2 parties. Et il est tellement confiant de son univers et du succès qu'il va avoir qu'il a dit qu'il travaillait déjà sur le 3e. Mais... pour l'instant, officiellement, ça n'est que deux films. Ouais, le truc, c'est que en fait, avec Zack Snyder, si tu regardes sa fiche IMDb qui sont mises à jour par les agents, il a annoncé tous ses films, dont Rebel Moon 3 jusqu'à 2030, quoi. Attendons quand même que Netflix dise il y aura un 3. Ouais, attendons que les spectateurs le regardent ou pas pour dire il y aura un 3. C'est sûr que là, mais en fait, c'est un film qui, je trouve. On va voir. J'ai envie de dire, c'est un film qui ne décourage pas de regarder une suite. Mais c'est ça que Netflix veut, c'est qu'on regarde plusieurs suites d'affilée, quoi. Écoute, on verra. Et j'aimerais rajouter un petit point, mon cher Greg, parce que j'ai vu, notamment sur mon Twitter, quand j'ai donné mon avis sur le film, beaucoup de gens dire oui, c'est Netflix. Voilà, c'est du contenu un peu popcorn, c'est pas qualité, c'est du film Netflix. C'est pas vrai. Il y a des très bons films sur Netflix. Il y en a eu un il y a pas longtemps qui est Le Monde après nous. Il y en a eu d'autres. Comme je disais à Greg en off, moi je pense que sur les 20 films que j'ai préférés cette année, il doit y en avoir 5 qui sont des productions Netflix. Donc Netflix fait beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu indigeste ou à peine comestible. Et par contre, il y a des perles. Donc on ne peut pas généraliser. Et c'est pas parce que Rebel Moon est foiré que ça vaut pour tous les films. Oui, mais c'est vrai que quand tu regardes statistiquement sur l'intégralité des films qui sortent, combien sont mémorables, on est plutôt de l'ordre de l'accident de bons films que de se dire Netflix, 10% des films, c'est des chefs-d'œuvre. Netflix, il y a... C'est pareil pour l'ensemble de l'industrie du cinéma. Hein. Bah, le truc, c'est que ça, c'est plus discutable quand même. Parce que tu as des branches qui sont faites pour faire du téléfilm. Alors juste, c'est pas le sujet de Rebel Moon, mais pour donner un peu mon avis, parce que je l'ai donné en dehors hacker, c'est que sur Netflix, en fait, il y a quelque chose qui est, et sur Netflix et sur les autres plateformes aujourd'hui, qui est différent des années 90, c'est qu'en fait,
aujourd'hui un téléfilm, donc quelque chose qui est fait, commander un film qui va être produit en 1 an et demi avec un petit scénario rapide, vite fait, qui est juste là pour être la comédie romantique de Noël ou le film d'action de l'été, etc., qui vraiment sont des films qui sont commandés à la chaîne, produits par des personnes qui sont pas les meilleurs auteurs, mais vraiment des personnes qui écrivent au kilomètre, des techniciens qui tournent toute l'année sur ce genre de film. En fait, avant, quand on voyait un téléfilm sur M6, on voyait, ou sur n'importe quelle chaîne d'ailleurs, on voyait vraiment une différence majeure entre ça et le cinéma. La qualité, vraiment la qualité de l'image, les contrastes, les enjeux, etc. Tout était différent et ça marquait l'œil. Aujourd'hui, techniquement, c'est quasiment le même matériel qui est utilisé, au moins au niveau de la caméra. La post-production se ressemble aussi beaucoup. Et du coup, en fait, entre des téléfilms qui sont diffusés sur Netflix et des films, comme Netflix fait exprès de les marketer en tant que films, on ne fait pas la différence à l'œil, on le fait dans les enjeux et dans l'ambition que ces films ont de raconter des grandes histoires ou pas, quoi. Bref. Oui, mais le discours de Netflix ne fait pas de bons films n'est pas vrai. Regarde, cette semaine, Rebel Moon, on le fracasse. Et toutes les critiques sont dithyrambiques sur le film de Bradley Cooper, Maestro, avec Harry Mulligan, qui vient de sortir cette semaine. Mais personne n'a dit chez Netflix, il y a 0 bon film. Personne n'a dit ça. Oui, non, moi j'ai regardé les commentaires à ce qu'on disait sur mon Twitter. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas. Et je tiens à dire, mon cher Greg, merci à tous pour vos messages de soutien sur la précédente vidéo news. Ça m'a fait chaud au cœur. Et du coup, merci pour vos commentaires. Effectivement, tu m'as complètement bloqué. Et oui, pour tous ceux qui se posent la question, eh bien, Kerr cache une calvitie avec cette casquette. Des bisous. Mais non, regarde, pas du tout. Regarde. Magnifique.